Donc, bonjour à tous. Du coup, on va démarrer notre webinaire sur le pitch EIC Accelerator. Donc, c'est la troisième étape en fait du dossier de candidature. Et aujourd'hui, l'objectif, ça va être de vous donner des billes pour préparer ce grand oral. Pauline, si tu peux passer à la slide suivante. Alors, quelques petits points avant de démarrer. On souhaite que la séance soit vraiment interactive, donc n'hésitez pas à poser vos questions, soit à l'oral en levant les mains, soit en écrivant vos questions dans l'onglet discussion. Et puis, vous avez toujours la possibilité de nous envoyer vos questions par mail après le webinaire. Donc, la présentation sera bien envoyée par mail et le webinaire est également enregistré. Pauline. Alors, je me présente, je suis Rosane Levaillant et je travaille pour le compte des 7 technopoles de Bretagne avec Pauline Presse, mes collègues Pauline Presse et Olivier Denoël. Les 7 technopoles de Bretagne ont en fait développé un service mutualisé d'accompagnement gratuit des entreprises innovantes souhaitant participer à des projets européens de recherche, développement, innovation. Et c'est une mission d'intérêt général qui nous a été confiée par la région Bretagne. Et cet événement est co-organisé aujourd'hui avec un autre collègue, Pierre Servel. Oui, bonjour à tous, donc Pierre Servel, je travaille à BDI, donc Bretagne Développement Innovation. BDI, c'est l'agence de développement économique de la région Bretagne. Donc moi, au sein de BDI, je fais partie du pôle Europe et je m'occupe plus particulièrement du réseau EEN, Entreprises Europe Network, qui a pour objectif d'aider les PME à innover avec une dimension internationale. Et c'est dans ce cadre-là que je suis amené à accompagner les entreprises à déposer des projets pour obtenir des financements européens. Donc, cette réunion, elle est organisée dans le cadre du réseau Noé. C'est la slide suivante. C'est pourquoi, en fait, il y a plusieurs structures qui sont présentes pour l'organisation de cette réunion. Le réseau Noé Bretagne, c'est un réseau qui fédère une trentaine de structures qui ont à leur sein des chargés de projet ou des chargés de mission qui ont dans leur mission et qui ont pour objectif d'aider les entreprises et les laboratoires à participer au financement européen. Et se traduit par quoi? Ça se traduit par des actions communes, des réunions telles que celle-ci. Ça se traduit par du partage d'expériences. Ça se traduit également par des actions de coordination. Et tout ça, ça a pour objectif d'augmenter la participation des acteurs bretons au financement européen. Voilà. Alors, du coup, on va démarrer pleinement dans le sujet. Je vais laisser la parole à Javier Echari, en sachant, comme je vous le disais en introduction, qu'on souhaite vraiment que l'atelier soit interactif. Du coup, on vous propose d'avoir au cours de la présentation 3 temps de questions-réponses. Donc, il y aura un premier temps qui ciblera plus la différence entre le grand oral EIC Accélérateur et l'entretien avec de potentiels investisseurs que vous pouvez avoir. Puis, la préparation à l'entretien. Et enfin, on finira par une étape de conseil pour bien vous préparer. Javier, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Rosane. Bonjour à tous. Mon nom, c'est Javier Echari. Je fais partie du jury du EIC Accelerator. En fait, je fais partie du jury depuis que la première mouture de ce programme a été organisée. Ça, c'était comme les SME Instruments, ensuite les EIC Pilot et maintenant les EIC Accelerator. Donc, pour moi, c'est un plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Merci beaucoup, les réseaux Noé Bretagne, de m'avoir invité. J'espère que ça vous sera utile à tous les participants. Et merci aussi à Didier Guénoc, qui est celui qui nous a mis un rapport et qui a fait une première présentation sur le EIC Accelerator avec la nouvelle mouture, avec les nouveaux composants et la manière de préparer les dossiers écrits. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur la partie interview et sur la partie relations investisseurs, un petit peu les deux en même temps, alors que je ferai forcément référence à certains sujets et thèmes qui ont été déjà évoqués par Didier Guénoc
Si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à la présentation, je vous conseille de la récupérer. Je suis conscient que les réseaux Nouvelle-Bretagne gardent ces présentations et vous pouvez accéder. Donc, je vous invite à le faire. Alors, je vais partager mon écran. Espérons que… Ah, et Pauline, apparemment, je n'ai pas le droit de partager mon écran. Vous pouvez regarder ça, s'il vous plaît? Oui, je vais vous redonner la main. Oui, en fait, comme j'étais… Il y avait des… ma connexion était coupée, donc probablement c'est à cause de ça. Ah, voilà. Normalement, c'est bon. Maintenant, c'est bon. On y est. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Alors, je vois que je suis tout à la fin. Bon. Oui, non. Voilà, finalement. On y est. Donc, voilà. Et comme je vous disais, le but, c'est de vous présenter un petit peu la partie entretien, mais faire aussi une comparaison avec un entretien investisseur. Donc, la première partie, ça va verser sur ces sujets, et puis on passera plus tard plus en détail l'entretien, et puis quelques tips que je pourrais peut-être vous donner qui vous seront utiles. Fondamentalement, c'est un exercice extrêmement lourd. Quand vous préparez les step 1 et puis ensuite les step 2, puis la présentation et encore la vidéo, toute l'information qu'il faut fournir avec la complexité administrative typique de la commission, alors que soi-disant, ils ont fait ceci pour améliorer l'accès, ce que je crois est un petit peu plus facile à comprendre pourquoi on répond à certaines questions aujourd'hui. Néanmoins, ça reste extrêmement lourd comme exercice. Alors, parmi vous, j'imagine qu'il y a pas mal qui se posent la question de savoir à quoi bon mettre autant d'efforts alors que le taux de réussite, in fine, est quand même très bas, puisque c'est un processus très sélectif. Mon conseil, je trouve que toutes les informations que vous allez fournir dans le processus de sélection de l'EIC, c'est des informations et surtout des réflexions qui vont vous être extrêmement utiles quand vous êtes en face des investisseurs. Pas tout. Il y a une partie administrative, hein, donc je ne vous cache pas que la commission reste quand même assez administrative dans cette procédure, mais le contenu est vraiment très valable. Ceci dit, l'entretien n'est pas la même chose qu'un entretien investisseur en premier tour. Ça veut dire, vous participez dans un événement pitching aux investors, vous allez faire une présentation très sommaire de votre proposition, c'est davantage superficiel, vous allez simplement fixer les idées de ce que vous faites, quel est le problème que vous êtes en train de résoudre et pas beaucoup plus. Alors que l'entretien avec le EIC ressemble beaucoup plus à un deuxième entretien avec les investisseurs. Ça veut dire, vous avez déjà fait le pitch, ils étaient plus ou moins convaincus, ils dit, bon d'accord, envoyez-nous l'information, on va l'étudier, et ensuite de cette étude, on vous invite à venir présenter, avoir une réunion avec les investisseurs. Et ce n'est pas tellement une présentation, c'est une réunion de travail où on va vous poser des questions sur un dossier qui a déjà été très bien étudié. Les investisseurs, on regarde cela vers leur connaissance de marché, avec d'autres sociétés qui ont peut-être un portefeuille, avec une perspective de par où vont évoluer les marchés. Et donc, avec tout cela, ils vous invitent à venir pour clarifier des points. Évidemment, il y a une petite présentation au début et après, vous clarifiez des points dans un échange question-réponse assez direct. Ce parti est fondamentalement la même. Ça veut dire vous êtes invité un deuxième au grand oral du EIC. Ça veut dire vous avez passé déjà 2 processus de sélection et vous êtes parmi les tout derniers finalistes retenus. Ça veut dire que tout le monde a étudié votre dossier. Chacun de nous, les juges, nous avons passé des heures à étudier votre dossier en détail et nous l'avons confronté avec nos connaissances. Et parmi les juges, il y a à peu près la moitié qui sont des juges techniques et l'autre moitié, nous sommes des juges investisseurs. Donc, je viens du monde de l'investissement. Je ne suis pas technique. Forcément, il y a certains sujets qui m'intéressent davantage, dans lesquels j'ai plus d'expérience et c'est pour cela que la commission décide de nous mettre dans un certain jury par rapport à un autre. Vous savez que les jurys, c'est toujours 5 ou 6 personnes, des spécialistes ou bien investisseurs ou bien techniques de votre sujet.
les sujets sont trop vastes pour être vraiment spécialiste. Donc, parfois, vous tombez sur un jury de quelqu'un qui connaît très spécifiquement votre dossier. Mais vous pouvez être très sûr que parmi tous les évaluateurs du dossier papier, auparavant, vous avez eu des experts très spécifiques de votre dossier. Donc, le moment que vous arrivez au grand oral, les parties techniques ont déjà été filtrées et avec un avis positif. Donc, vous êtes devant un jury qui veut savoir fondamentalement si vous êtes capable d'amener votre société à un succès commercial. Il ne faut pas perdre ça de vue. Ça, c'est absolument important. Revenons un petit peu sur l'entretien. La méthode est un grand oral. C'est un petit peu plus inconfortable qu'un interview avec des investisseurs, parce que là, il y a un échange plus formel, plus informel, je veux dire. Il y a des questions-réponses, on rebondit plus facilement. Ici, c'est un grand oral. Vous avez 10 minutes pour faire une présentation. On viendra là-dessus sur la présentation et ensuite, vous avez des questions-réponses. Il y a un jury avec des visages froids qui, avec un temps limité, qui ont envie de vous poser extrêmement de questions, qui vous écoutent très attentivement les premières 10 minutes, mais qui cherchent dans vos premières 10 minutes les choses importantes, pas les choses qu'ils ont déjà lues dans les dossiers, mais quelque chose de plus. Ils veulent savoir si vous avez cette énergie, cette capacité, si vous avez l'équipe pour amener votre projet à bien. Et en plus, ceci s'est fait sans formule de courtoisie, typiquement de la Commission européenne. C'est très bien, il y a toutes sortes de nationalités, on est assez froid, on vous donne le temps, on vous donne go, vous n'avez même pas le temps de réagir, vous êtes déjà in vivo devant le jury et en train de présenter. Donc, il faut que vous vous mentalisez un petit peu à cela. Ça va être assez froid, assez direct. Et en plus, ça va être en anglais. Enfin, l'anglais continental. Et vous allez avoir autour de la table des personnes qui parlent tous anglais. Vous devez présenter en anglais. Et tout le monde parle anglais, mais personne n'est vraiment anglophone à la base, sauf les Irlandais à la rigueur. Mais pour tout le reste du monde, vous allez avoir des accents un petit peu colorés, comme le mien d'ailleurs. Et ça se passe comme ça. Ça veut dire vous allez avoir un accent, c'est parfaitement compris par les jurys, et les jurys, quand vous posez des questions, vont avoir aussi un petit accent. Donc, soyez suffisamment confortable en anglais pour pouvoir évaluer cela et pour poser la question à nouveau. Désolé, je ne vous ai pas compris, est-ce que vous pouvez me reformuler la question? Donc, ça, c'est un peu le format. Il n'y a pas de problème à que vous posiez des questions vous-même. Il n'y a pas de problème à interrompre le jury dans ces questions. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas un problème. Ça ne sera jamais mal pris par le jury. Ce n'est pas cette formule à l'ancienne. C'est plutôt assez dynamique, assez facile dans ce sens. Les jurys, on est plutôt bienveillants, donc vous n'allez pas avoir cette sorte de froideur. Mais voilà, la formule est un peu formalistique, style commission. Il y a un sujet qui est très important pour vous. Parmi les jurys, il n'y a personne avec un conflit d'intérêt avec votre société. Et la commission n'a aucun conflit d'intérêt. Je commence par la commission. La commission peut avoir 3 sociétés avec des technologies concurrentes pour résoudre le même problème dans les marchés, chez les consommateurs ou ailleurs. Ça ne pose pas de problème à la commission. C'est tout à fait neutre par rapport à ça. Et d'ailleurs, nous ne recevrons jamais d'informations, nous les jurys, par rapport à ce qui existe dans le portefeuille de la commission. Ce n'est pas un sujet. Alors, par rapport au jury et par rapport à ces membres du jury qui sont investisseurs, nous sommes obligés de faire une déclaration de non-conflit d'intérêt. Si jamais j'avais dans mon portefeuille une société qui serait en concurrence avec la tienne, je dois déclarer ça et sortir du jury. Et ceci est vérifié. Vous pouvez les vérifier aussi et demander qu'un certain membre du jury soit absent de votre présentation ou du reste des présentations, en plus s'il y a des sociétés plus ou moins concurrentes. Donc, vous pouvez être très, très transparent. Vous n'allez pas avoir un investisseur dans les jurys qui cherche à avoir un maximum d'informations de ce que vous faites pour justement faire passer cette information à une société en portefeuille qui serait votre concurrent. Ça n'existait pas. Et donc, c'est un environnement très sûr pour votre innovation. C'est très safe. Vous pouvez rentrer dans ces grands orales très relax à ces niveaux-là. Vous pouvez vraiment donner de l'information et vous devez donner de l'information de manière assez transparente. C'est à votre faveur de le faire. Donc, ça, c'est un peu cette grande différence avec une réunion investisseur où vous allez avoir souvent des conflits d'intérêts. Vous devez vous informer de quel est l'investisseur que vous avez devant vous et vérifier son portefeuille.
avant de lâcher trop d'informations confidentielles ou à la rigueur demander la signature d'un NDA avant de lâcher ce type d'informations. Ça pour la partie investisseur, pas pour la partie EIC. So far, so good? D'accord. Maintenant, parmi vous, il y aura sûrement certains qui sont influencés par une manière de présenter à l'américaine. On sort on stage, on fait des blagues, on montre une énergie absolument débordante et on fait un show. On fait un show qui n'est pas nécessairement bienvenu par le jury, qui est composé des gens européens avec des cultures différentes. Vous avez un jury avec les Finlandais, des Allemands, des Français et des Italiens. Il y a de fortes chances que votre show ne soit pas très bienvenu. Surtout si vous passez du temps à faire du show et à ne pas rentrer dans les contenus. Donc, autant vous dire que ce type d'entrée en matière n'est pas bienvenu. Ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Je vous conseille absolument de rester très sobre, très focalisé sur votre présentation et pas tellement sur l'aspect show, etc. Ceci est moins important aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de show, on fait tout online. Mais à l'époque, on faisait des interviews physiques avec présence à Bruxelles. On avait une certaine tendance de certaines équipes à être trop showbiz plutôt que contenu oriented. Alors, je vous conseille vivement de rester très focalisé sur le contenu. Je vais passer directement sur les critères d'évaluation assez brièvement parce que vous avez déjà vu ces critères avec Didier Guénoc et autrement, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à revoir la présentation. Donc, je vais passer relativement vite, mais vous allez voir en rouge les éléments qui sont communs pour un interview investisseur approfondi. Donc, pas les premières présentations, mais l'interview approfondie investisseur. Donc, en rouge, tout ce qui est commun pour les investisseurs et pour les IAF. En blanc, ce qui est exclusivement Commission européenne. Et puis, j'ai mis un petit point là en orange ou en jaune sur l'écran, dont on en parlera dans un instant. La Commission exige que votre proposition signifie une nouveauté technologique, une nouveauté dans les marchés, une nouveauté de produits, quelque chose qui casse avec ce qui existe déjà. Et qui casse parce que le but de l'IIC, c'est justement de créer un nouveau marché ou de transformer l'existant. Et à cet égard, les investisseurs cherchent la même chose. Parce que si vous n'allez pas pouvoir déranger fondamentalement le marché ou bien créer un nouveau marché, vous n'allez jamais avoir ces taux de croissance annuels et à long terme qu'un investisseur demande parce qu'autrement, la rentabilité de son investissement ne sera jamais suffisante. Mais il ne demande pas que ça soit nouveau. Ça peut très bien être le même produit, mais fait différemment. Ça peut très bien être autre chose. L'investisseur va avoir un regard un petit peu plus ouvert. La Commission cherche absolument, dans son critère d'excellence, une nouveauté. Alors, le Me Too, je fais la même chose que les autres, mais un petit peu mieux, avec 5% d'amélioration sur les résultats, ça va être énormément mal jugé. C'est pas ce que le EIC cherche. Il y a d'autres programmes de la Commission pour cela, mais ce n'est pas ce que le EIC cherche. Tous les deux, investisseurs et Commission, vont chercher un timing. Il faut un marché qui décolle, il faut une demande, il faut une preuve de demande, il faut que ce soit le moment de le faire. Mais l'interprétation risque d'être un petit peu différente. L'investisseur va chercher ces moments exclusivement sur la logique de la probabilité de succès de votre entreprise, alors que la Commission cherche aussi à avoir un impact sur l'économie européenne, sur l'excellence technologique européenne. Donc là, il y a des concepts un petit peu complémentaires à la Commission, même si théoriquement, c'est le même concept de timing, il y a des considérations un petit peu différentes. Je vais rentrer à la propriété intellectuelle, qui est aussi en rouge. Tout le monde regarde la propriété intellectuelle. C'est vrai que la Commission a tendance à favoriser davantage tout ce qui est patente, une propriété intellectuelle formaliste, alors que les investisseurs vont être un petit peu plus flexibles sur les trade secrets, les secrets industriels, gardés d'une autre manière que par les biais d'une patente, qui par définition est publique. Donc là, il y a certaines différences, même si tous les deux regardent cela. Alors, vous devez bien travailler
les raisons pourquoi vous avez choisi des patentes, pourquoi vous avez choisi des trade secrets ou de différentes parties de votre innovation sont traitées différemment. Vous devez les justifier. Ce qui n'est pas commun, c'est cette formalité de la commission de dire que votre société doit être au moins au TRL 5, donc Technology Readiness Level 5. Alors, bon, vous connaissez bien les TRL, comment ça s'est défini à chaque fois, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais pour la commission, c'est une frontière. Il faut absolument que vous soyez au TRL 5. Autrement, ils ne vont pas regarder les dossiers, vous n'allez pas passer les différentes étapes. Alors qu'un investisseur peut très bien regarder un TRL plus bas ou plus haut, et ça dépend du type d'investisseur, de la maturité d'investissement que cet investisseur cherche. Si vous parlez avec certains business angels, ils vont essayer de rentrer très tôt dans votre société, même avec des TRL plus bas, pour s'assurer une place à la table, alors que le venture capitaliste va demander forcément une preuve de marché plus sophistiquée, plus avancée, avant de vouloir s'assurer à la table, simplement parce que leurs tickets sont plus importants. Ils peuvent mettre davantage d'argent et donc l'effet dilution n'est pas tellement important pour eux qu'un effet dilution pour les investisseurs ou business angels qui rentrent très tôt. Donc là, une petite différence. L'autre différence est au niveau BRL, donc Business Readiness Level. Parmi vous, il y aura sûrement des scientifiques. Les scientifiques, vous êtes absolument fantastiques dans la partie technologie. Vous respirez cela tous les jours, mais convertir la technologie en une société performante, c'est autre chose. Alors, la Commission demande un certain BRL et en tout cas un certain business plan assez sophistiqué pour aller de l'avant, avec une exception, cette fois-ci, qui est le Grant First. Alors, vous savez que vous pouvez demander Grant Only, vous pouvez demander Blended, donc Grant et Equity, donc capital, ou vous pouvez demander Grant First. Alors, ce n'est que le Grant First qui dit à la Commission de permettre d'avoir un business plan moins développé que dans les autres deux cas. Dans les autres deux cas, toute la partie business plan doit être très approfondie, très évoluée, très détaillée, avant que ça soit évalué favorablement déjà par les évaluateurs et plus tard par les juges. Donc ça, c'est une grande différence. Honnêtement, je trouve que c'est une bêtise. Je trouve que même si c'est Grant First, vous devez avoir une vision assez sophistiquée et assez précise de où est-ce que vous voulez arriver, quel est le marché auquel vous allez vous attaquer, comment vous allez vous attaquer au marché et quels sont les éléments dont vous aurez besoin. Peut-être que vous n'êtes pas au stade d'avoir des études sophistiquées sur le return on investment pour le client ou les cost of acquisition de chaque client. D'accord, mais cette vision, pour moi, doit être tout aussi sophistiquée. Après, on verra bien ce qui sort de cette première mouture de jury. Donc, on commence lundi prochain. On est en plein dans l'étude des dernières propositions et ils sont très sophistiqués. Une des différences que nous avons constatées dans ces séries, c'est que les propositions qui nous arrivent jusqu'au jury sont systématiquement toutes extrêmement bonnes, très sophistiquées, très évoluées, très professionnelles. Il n'y a pas d'écart de sophistication dans la présentation. Après, on fera une évaluation comme toujours, on y croit, on n'y croit pas, on évalue les différents points et votre présentation physique sur place sera un point fort. Mais pour le reste, il y a une grande différence par rapport au passé. Donc, il y a peut-être moins de sociétés qui arrivent jusqu'à chez nous, les jurys, mais toutes les sociétés sont systématiquement très bonnes. Ça veut dire que la concurrence est très, très forte avec ces nouveaux systèmes du IIC. Je vais aller un petit peu en avant. Encore, le deuxième critère, c'est le critère impact. Ça, franchement, tout est valable pour les investisseurs et pour les IIC. Que vous ayez du potentiel pour les scale-up et que vous puissiez le démontrer, qu'il y ait du financement pour y arriver ou que vous ayez identifié les financements nécessaires, même si aujourd'hui vous n'avez pas accès, puisque la commission est là pour faire justement le pont entre vos besoins et le marché qui peut-être demande une sophistication supplémentaire. Il vous faut du temps et un peu de capital pour y arriver. Mais l'identification de ces besoins doit absolument être adressée dans la proposition. Ça va être la même chose avec les investisseurs. Ils vont vous poser des questions très précises par rapport à combien d'argent vous avez besoin, quand est-ce que vous avez besoin de cet argent et quels sont les milestones, dans le point de repère,
auxquelles on doit arriver avant de passer aux phases de financement suivantes. On va vous demander tout aussi bien, les deux groupes, votre analyse de la concurrence. Et là, franchement, très souvent, c'est défaillant. On trouve des analyses de concurrence tout à fait superficielles. À l'époque, on trouvait des startups qui nous disaient non, mais moi, je n'ai pas de concurrence parce que personne ne fait ma technologie. Bon, d'accord. Et les clients aujourd'hui, son besoin, il est satisfait comment? Ah non, il y a d'autres produits, mais n'ont rien à voir avec les miens. Bon, s'il y a un autre produit, il y a de la concurrence. Il y a une autre manière de satisfaire ces besoins du client. Alors, une analyse de la concurrence trop étroite, trop précis par rapport à votre technologie ou votre manière de faire, ce n'est pas suffisant. Il faut regarder la concurrence de manière vaste. Vous savez très bien que ce n'est pas nécessairement la meilleure technologie ni les meilleurs produits qui gagnent les parts de marché plus facilement. Il y a d'autres éléments qui rentrent en cours. Donc, cette analyse de la concurrence est absolument importante. Et si vous avez fait l'analyse de la concurrence, normalement, ça vous a forcé de rentrer dans une logique de bon, et ces marchés alors, comment est-ce que je vais m'attaquer à ces marchés? Quelle est ma stratégie de commercialisation? Quel est mon pricing model? Est-ce que je vais utiliser des distributeurs? Est-ce que je vais le faire directement? Est-ce que j'ai besoin des organisations qui appuient mon développement, donc les partenaires stratégiques que je mets là en bas de la page? Ou est-ce qu'il y a des prescripteurs auxquels je dois convaincre d'abord avant que le client se positionne en ma faveur? Donc, toute cette étude, toute cette logique et toute cette réflexion doit être dans les dossiers et doit être bien justifiée. Alors là, le marché, c'est un marché compliqué. Très souvent, dans cette analyse des marchés, des commercialisations, je manque dans les dossiers de l'information par rapport, par exemple, à quel est le return on investment pour le client. Si moi, je suis le client, j'achète votre produit, en combien de temps je vais récupérer mon investissement? Ou quelle est la rentabilité supplémentaire que je vais avoir dans d'autres domaines de ma production ou de mon service? Peu importe. Mais tout aussi bien, une analyse plus approfondie dans le sens, si vous faites par exemple de l'équipement, ou bien pour les hôpitaux que pour une industrie manufacturière. Et cet équipement requiert que votre client fasse un investissement et vous ne pouvez pas me donner de l'information de quels sont ces investissements courants et les taux d'amortissement, ou en tout cas une appréciation de avec quelle fréquence cet investissement va être remplacé, alors on a une photo qui est très partielle de votre capacité de succès. Pareil, si vous ne me dites pas que votre investissement va réussir à convaincre les clients parce qu'il peut remplacer son équipement avec un taux de retour de peut-être 2 ans, ou de 1 an, ou de 5 ans, peu importe. Mais cette réflexion est absolument nécessaire et fait partie de la stratégie de commercialisation, fait partie de votre connaissance de votre client et de l'impact de votre produit ou votre service. Quand je parlais partenaire stratégique, là en bas, encore une chose, je déteste les propositions, je vous dirai ça plus tard aussi, je déteste les propositions qui parlent énormément de partenaires stratégiques, mais ensuite, je ne vois aucune lettre d'intérêt, letter of intent. Mais alors, ces partenaires stratégiques, vous les avez inventés, vous les avez vraiment, comment est-ce que je peux être convaincu que vous les avez vraiment? Alors, les letters of intent sont très, très importantes, récentes, avec des critères très spécifiques, avec un contenu très spécifique à la personne, l'organisation qui écrit cette lettre d'intérêt. Les lettres d'intérêt génériques où le même texte est envoyé à tout le monde et les gens signent pour vous faire plaisir, ça, c'est pas bon. Donc, jusque-là, faites très attention à ces parties de lettres d'intérêt. C'est la preuve que vous avez vraiment vos partenaires stratégiques ou vos clients potentiels, tout aussi bien. Et c'est la manière de nous convaincre que ceci est vrai. Le dernier critère, c'est un critère relativement nouveau pour la commission et c'est un petit peu particulier. Bon, en rouge, comme toujours, tout ce qui est commun aux investisseurs, l'équipe, votre capacité, motivation, et si vous n'avez pas tous les éléments nécessaires dans votre équipe, quel est votre plan de développement en ressources humaines? Comment? Tout le monde va vous poser cette question. Et le plan d'exécution. Alors, les investisseurs vont vous demander un business plan et la commission vous demande les deux choses, les work packages et le business plan. Les work packages, c'est purement commission parce que la commission veut savoir exactement comment vous allez dépenser l'argent qu'elle vous donne, en particulier la partie grant.
dans la partie subside. Sans cette information, il n'y a pas moyen de passer autrement. Mais c'est aussi une information très utile pour les juges. Donc, pas tellement pour un investisseur, mais pour nous, les juges, c'est une manière de confronter toute l'information que vous nous avez mis en avant quand vous faites l'analyse de la concurrence, quand vous faites l'analyse des produits ou votre stade de développement, quand vous parlez de certaines étapes ou votre capacité d'arriver au marché, ou que votre technologie soit prête pour un TRL9, donc pour l'arrivée au marché, nous allons regarder si vos work packages bien accomplis devraient vous donner l'option d'une rentrée au marché satisfaisante. Et donc, du coup, les work packages sont très importants pour nous, pour la commission, alors que pour un investisseur, il veut regarder le business plan beaucoup plus en détail. L'identification des risques et les mesures de contrôle, tout aussi bien, si vous avez de la concurrence, si vous avez un risque technologique, s'il y a un risque de marché, etc., etc., tout ça va être regardé par les deux dans la commission que les investisseurs. Ce qu'un investisseur ne regardera jamais, parce que c'est évident pour lui ou pour elle, c'est le niveau de risque, que ce soit excessif pour les acteurs des marchés. Alors, le IIC existe pour combler un gap d'investissement. C'est-à-dire, si les marchés estiment que le taux de risque inhérent à votre proposition dans les stades de développement actuels est trop élevé, c'est à ce moment-là que le IIC peut intervenir. Si par contre, vous avez des investisseurs qui pourraient mettre cet argent, ben alors il n'y a pas lieu à demander de l'argent public, alors que vous pouvez très bien vous financer dans les marchés privés. Alors, c'est très subjectif, parce qu'évidemment, vous allez venir avec des lettres, letter of intent qui disent que tant que vous n'avez pas un TRL 9, les investisseurs ne rentrent pas, etc. Mais normalement, nous connaissons le monde de l'investissement, nous connaissons les stades dans lesquels les investisseurs rentrent, et c'est une information très utile pour nous. Les juges vont avoir suffisamment d'expérience et de connaissances pour pouvoir évaluer si vraiment vous êtes dans ces caps de financement ou vous ne l'êtes pas. Et évidemment, ce gap de financement est un petit peu plus fort dans des régions plus périphériques. Si vous êtes à Paris, c'est un petit peu plus facile. Si vous êtes à Londres, c'est encore plus facile. Si vous êtes en Bretagne, c'est un peu plus difficile. C'est pareil, chez moi, dans les Pays Basques espagnols, là, forcément, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup moins d'investisseurs. Une nouvelle mesure, je vais finir avec cela avant la première question-réponse, c'est la contribution à la souveraineté technologique européenne. Alors, ceci est quand même nouveau et j'étais un peu surpris de le voir, mais satisfait en même temps. Nous avons eu dans le passé énormément de propositions qui venaient déjà avec des investisseurs chinois ou avec des investisseurs américains et avec des contrats en Chine. On dit, bon, et attendez, pourquoi est-ce qu'on va vous donner de l'argent public européen si votre marché est en Chine et les rendements financiers vont être aux États-Unis? Alors, ceci va être regardé beaucoup plus près, cette fois-ci avec le EIC Accelerator, que ce qu'on pouvait faire dans le passé, parce qu'il n'y avait pas d'accord parmi les pays membres de mettre ce type de restrictions. Alors aujourd'hui, la contribution à la souveraineté technologique européenne, c'est les textes exacts que nous sommes demandés de regarder en tant que jury quand nous analysons vos propositions. C'est vraiment question de souveraineté technologique. On ne parlait pas que vous n'ayez pas la capacité d'aller de l'avant dans les marchés extérieurs, ou que vous n'ayez pas la capacité de développer une multinationale assez rapidement, ou que vous utilisiez des fournisseurs ou des clients ailleurs. Tout ça, c'est valable. Mais c'est dans l'ensemble, on veut que la technologie soit européenne, que ça reste en Europe et que ça se développe à partir de l'Europe. Avec ceci, j'ai fini un peu les trois gros critères. J'ai essayé de faire la comparaison avec ce que les investisseurs demandent. Il y a encore deux petites parties, je veux passer assez rapidement, c'est plus des suggestions. Mais je pense, Pauline et Rosen, que c'est peut-être le moment de faire les tours des questions-réponses. Oui, merci Javier. On va prendre quelques questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les taper dans l'onglet discussion ou à lever la main. Là, je vois que je n'ai pas vu de main levée pour le moment. Et dans l'onglet discussion, il y avait un commentaire, je ne sais pas si c'est vraiment une question, entre le lien entre nouveauté et rupture. C'est ce que vous disiez en introduction sur le type de technologie attendue. Donc sur l'IIC, peut-être que c'était sur la différence entre ce qui est attendu des investisseurs et de l'IIC sur ce niveau de technologie. Oui, en fait, l'IIC attend cette rupture. Donc, merci pour le terme. Il
il attend, il requiert cette rupture par rapport à ce qui existait déjà. L'investisseur ne demande pas ça. L'investisseur va regarder si vous êtes capable de faire un business rentable dans les marchés. Je vais vous donner un exemple qui appartient déjà à une certaine époque. Il y a quelques années, nous avons vu toute cette désintermédiation commerciale par le biais de l'Internet. Il y avait énormément de sociétés qui faisaient cette désintermédiation dans lesquelles vous pouviez acheter online des choses qu'auparavant avaient besoin d'un intermédiaire ou un commerçant, etc., etc. Et ils se sont spécialisés dans certains secteurs de plus en plus. Alors, un investisseur regardait parfaitement bien un Blablacar, par exemple, espagnol, alors que Blablacar en France existait déjà et qui étaient les pionniers. Et pourquoi il regarderait bien cette option et la commission pas? Parce que l'investisseur est en train de penser comment construire une société espagnole avec un taux de marché suffisamment fort pour attirer l'attention du Blablacar français pour une acquisition par le Blablacar français. Alors, pour un business model financier et pour la société, c'est parfaitement valable. Alors que pour la commission, cela ne signifie pas une rupture. C'est un dossier financier, parfait, mais ce n'est pas un dossier innovation pour la commission et pour les IIC. Merci. Alors, il y a d'autres questions dans l'onglet discussion. Concernant les lettres d'intention, pour certains partenaires avec qui on a déjà signé des contrats, faut-il fournir le contrat ou dire que le contrat est signé suffit? Parce que dans ce cas, ils n'ont pas besoin de lettres d'intention. C'est correct. Les contrats est parfaitement valable, mais parfois vous êtes contrainte d'un non-disclosure avec les contrats et donc du coup une lettre d'intention serait plus utile. Les deux sont parfaitement valables. Et je vous invite d'ailleurs à mettre les contrats dans la partie Letter of Intent, donc dans les annexes, parce que ça va être regardé exactement de la même manière par nous. D'accord. Donc, il vaut mieux quand même mettre le contrat comme preuve plutôt que simplement de l'indiquer qu'on a un contrat sans fournir de preuve. Exact. Non, ça toujours. Ou bien vous mettez les contrats, ou bien vous mettez un Letter of Intent, une lettre d'intérêt, de celui avec qui vous avez les contrats et qui peut faire référence à ces contrats, à l'occurrence, mais qui apparaît dans la lettre. Les contrats parfois sont confidentiels, mais il faut absolument avoir quelque chose de tangible de la part de votre partenaire stratégique. D'accord. Et d'autre part, concernant les lettres d'intention, quel type de lettres faut-il privilégier? Donc vous avez parlé de clients, distributeurs par exemple, mais est-ce qu'il y en a d'autres à mettre en avant? Investisseurs par exemple, est-ce que c'est bien vu? Oui. Oui, je vous dirai ça peut-être un peu plus tard, mais je vous l'avance déjà. Les letters of intent sont très importantes. Il faut qu'elles soient différentes, spécifiques à votre partenaire. Donc, absolument pas la même lettre d'intérêt copiée 10 fois. Et c'est tout aussi valable d'avoir des lettres d'intérêt de la part des fournisseurs qui vont faire un élément stratégique pour vous. Donc, si vous allez produire quelque chose et vous avez garanti les fournitures, vous allez avoir des problèmes. Donc, ce letter of intent est important. Letter of intent du client, c'est absolument fondamental pour démontrer qu'il y a une demande. Et là, c'est très important que vous fassiez du travail extra pour fournir ces lettres d'intérêt. Non seulement une lettre d'intérêt en disant oui, on aurait une intention d'acheter à un moment donné, non, de dire nous, ça nous intéresse à partir de ces niveaux de développement pour fournir ce type de production à nous ou ce type de service, ou, donc que ça soit vraiment très spécifique. Et si possible, si jamais vous avez fait un test chez les clients qui a donné des résultats positifs en termes de rentabilité, de performance, des outputs, peu importe, que vous pouviez mettre dans la lettre d'intérêt de votre client les résultats, data de cet essai que vous avez fait avec votre client. Ça, c'est une preuve absolument magnifique. Si vous pouvez non seulement démontrer que vous avez un client, mais que les résultats de votre technologie au stade actuel ont déjà donné des résultats positifs chez les clients. Et ça, c'est très fort comme lettre of intent, lettre d'intérêt. Et finalement, les investisseurs. Donc, je pense que c'est les trois gros groupes. Les investisseurs, c'est fondamental parce que souvent, c'est la preuve d'un vrai intérêt pour la part d'investisseur. Et en même temps, l'investisseur vous dira dans la lettre d'intérêt que peut-être pour eux, c'est trop tôt et qu'ils sont prêts à mettre davantage d'argent, mais à partir d'un TRL ou d'un BRL X, un TRL 8, un TRL 9, etc. Donc ça, c'est important parce que vous pouvez jouer un petit peu avec cette lettre d'intérêt pour montrer justement la non-financeability de la société aujourd'hui dans les marchés privés et donc du coup justifier l'intervention des LIS.
Ce n'est pas les seules lettres d'intérêt. Donc, il y a ces trois groupes et vous avez un quatrième. Et les quatrièmes, c'est les centres de recherche, les universités, les hôpitaux, etc. En fonction de votre technologie, vous allez vous retrouver avec des marchés très différents. Donc, il y a des prescripteurs extrêmement importants pour valider votre technologie. Si vous n'avez pas fait les tests chez les clients, mais vous avez fait les tests dans un laboratoire ou dans un centre de recherche, ça, c'est tout aussi valable. C'est beaucoup plus fort si c'est ces centres de recherche qui nous envoient une lettre d'intérêt. Dans ces cas, ça serait une lettre de témoignage des résultats de votre essai chez eux. Ça, c'est très fort. D'accord. Merci. Il y avait une dernière question. Les investisseurs qui vont investir avec l'Union européenne doivent-ils être forcément basés en Europe? Non, pas nécessairement, mais ça peut poser des questions. Alors, je m'explique. Si vous avez déjà des investisseurs américains et qui émettent une lettre d'intérêt qui disent qu'ils sont prêts à investir davantage une fois que l'EIC a investi aussi, ou en parallèle avec l'EIC, nous allons vous poser la question de quel est l'intérêt ultime de cet investisseur. Est-ce que c'est la rentabilité ou est-ce qu'ils vont essayer de vous ramener aux États-Unis parce que c'est peut-être plus facile de développer votre société là-bas? Alors, à ce moment-là, on va perdre un petit peu les centres d'intérêt européens. Ce n'est pas un motif d'exclusion, ça va être analysé cas par cas pour évaluer où est le juste équilibre de cela. Avoir des investisseurs est très important et parfois en Europe, on n'a pas les investisseurs ou bien spécialisés dans votre domaine ou bien avec des tickets suffisamment forts pour pouvoir vous financer. Donc, ce n'est absolument pas exclu, mais on va regarder les dossiers de manière équilibrée. Et donc, c'est important aussi que vous puissiez montrer dans votre dossier votre contenu européen pour que nous ne soyons pas détournés sur cette idée qu'un investisseur américain ou chinois va essayer de vous ramener là-bas. Très bien. On va peut-être prendre une dernière question et puis continuer après la présentation pour ne pas perdre trop de temps. Il y avait une question sur la marge de manœuvre réelle de chaque membre du jury dans l'évaluation. Vous semblez devoir respecter une grille d'analyse très stricte. Oui. En fait, on est… oui et non. On est contrainte par une grille d'analyse, mais on est tout à fait libre de mettre une opinion basée sur tous ces éléments différents. Et d'ailleurs, la Commission nous demande de mettre une opinion vraiment personnelle, de dire, après avoir vu toute cette analyse, avoir comparé tous les éléments, avoir comparé cela avec notre connaissance des marchés, nous sommes positifs, nous y croyons vraiment. Nous croyons que votre société est capable d'avoir un succès commercial, technologique et commercial. Et pour ça, on donne le go. Donc, autant on est forcé de faire cette analyse de manière un petit peu stricte, autant la décision qu'on demande de nous, c'est une décision personnelle d'être convaincu que vous êtes capable. Et simplement, on nous demande un go, un no-go. Après, on doit justifier notre choix et on va mettre dans ces grilles des éléments, on va mettre les raisons pour lesquelles nous y croyons pas. Mais c'est une décision personnelle. Et c'est une décision personnelle du jury en entier. Donc, c'est compliqué de convaincre tous les membres du jury, alors qu'il y a parfois, j'ai envie de dire parfois aussi souvent, dans certains cas, des positions différentes ou divergentes. Très bien, merci beaucoup. On peut peut-être continuer du coup avec les autres parties de votre présentation, Javier. Oui, on peut peut-être récupérer les autres questions plus tard. Donc, j'avance et on va essayer de garder le temps. L'entretien, bon, autant vous dire, il y a énormément d'encre qui a été coulée en Internet, notamment en Twitter, sur les EIC. Ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il y a surtout ce qui ne marche pas, qui est mis en avant en Twitter et autres. Ceci, c'est des photos qui m'ont été envoyées par Didier, qui suit beaucoup plus près que moi tout ce qui est dit par rapport à l'EIC en Internet. Bon, les gens arrivent comme ceci avant l'interview. Vous avez déjà peut-être capté cette information. Et les gens sortent de l'interview plutôt dans cet état. Ça, c'est la caricature. Il y a un petit peu de vrai. Il y a un petit peu de vrai à cette vision de la chose. Évidemment que vous devez venir assez gonflé à l'entretien et vous avez le droit de le faire parce que vous avez passé des phases, des filtres d'évaluation qui sont extrêmement sévères. Il n'y a pas, comme je vous ai dit auparavant, avant de commencer, il n'y a aucune proposition sur la table aujourd'hui pour la semaine prochaine qui soit médiocre. Elles sont toutes excellentes.
Donc, c'est normal que vous veniez vraiment avec votre savoir-faire bien gonflé, bien motivé et tout. Ce qu'il faut éviter, c'est de sortir comme ceci de l'entretien. Alors, et ce n'est pas tellement compliqué à éviter si vous savez à quoi vous attendre pendant l'entretien. Et c'est ça que je veux essayer de vous transmettre maintenant. À quoi vous attendre, comme ça vous allez avoir la capacité de répondre et de sortir de l'entretien avec toutes vos plumes et dans l'idéal avec un avis favorable du jury. Donc, première question, vous allez devoir faire un choix très difficile entre contenu et impact. Ça veut dire, nous avons tous l'habitude de faire des présentations qui commencent par raconter les marchés, comment c'est structuré, et l'impact sur l'environnement européen, l'impact sur l'humanité, etc., etc. Et puis, 5 ou 6 slides plus tard, on rentre dans les contenus. Absolument à pas faire. Nous avons déjà lu les dossiers. Nous avons déjà qu'il y a un impact européen potentiel. Nous avons déjà qu'il y a un impact sur l'environnement ou qu'il y a un impact sur la santé ou qu'il y a un impact autre. Autrement, vous ne serez pas là. Donc, faites vos choix sur la partie contenu. Il faut faire une présentation qui nous aide à préparer notre analyse, puisqu'on va la lire au préalable et que vous allez la présenter ensuite. Mais utilisez la présentation comme base pour vous appuyer, pour faire une présentation qui nous donne davantage d'informations, nous clarifie davantage des choses et qui nous montre surtout si vous êtes capable d'amener votre bateau à bon port. Et ça, c'est absolument important, c'est un des éléments critiques de l'entretien. Donc, évitez les longues introductions. Les dossiers sont étudiés, nous avons contrasté l'information avec nos connaissances, nous avons fait des recherches Internet aussi. Si vous manquez du temps, que ça soit jamais du temps pour expliquer votre stratégie commerciale, votre business plan, les marchés, la manière comment vous allez les commercialiser et la concurrence. Vous pouvez manquer un peu de temps pour expliquer votre équipe, on vous posera la question. Vous allez sûrement manquer du temps pour expliquer votre technologie en détail. Nous allons vous poser les doutes que nous ayons à ce moment-là parmi les questions et réponses. Mais si vous ne nous expliquez pas votre marché, si vous n'êtes pas capable de nous convaincre que vous êtes capable d'attaquer les marchés, que vous avez réfléchi à comment le faire, que vous avez les outils pour le faire ou vous les avez identifiés et que vous savez quelles sont les phases à mettre en place et comment la concurrence va se comporter par rapport à nous, alors vous venez de perdre la partie la plus importante de votre 10 minutes de présentation. 10 minutes, c'est court. Alors, pour les scientifiques parmi vous, je sais que vous êtes amoureux de votre technologie. Ce n'est pas ce qu'il faut faire ici. Vous avez toute la partie questions-réponses pour cela, mais vous devez vous concentrer sur votre société, pas sur votre technologie. C'est très important. Si vous voulez, on peut parler plus de ça dans les questions-réponses, mais focalisez-vous, centrez-vous, faites des choix intelligents sur comment utiliser vos 10 minutes de temps pour nous donner cette vision des marchés, cette vision des sociétés, cette motivation et les contraintes que vous allez avoir, nous faire part que vous avez déjà compris votre contrainte et que vous savez comment vous y attaquer. J'avance. Donc, je vous ai déjà dit que votre but est de nous convaincre. L'essentiel. Et là, je rentre dans la concurrence un instant. La concurrence existe, directe ou indirecte. Et en plus, il y a toujours le risque d'une concurrence latente. Vous êtes en train de développer une technologie, vous avez tous vos réseaux qui vous passent l'information de qui fait quoi et qui est en train de faire de la recherche sur quoi, mais vous n'avez pas nécessairement l'information sur qui est en train de venir avec une solution pour le même problème, mais qui est issue d'une technologie tout à fait différente qui n'a rien à voir avec la vôtre. Donc, quand vous analysez la concurrence, il faut être très humble, il faut être très consciencieux sur cette analyse, ce qui existe, ce qui n'existe pas, concurrence directe, concurrence indirecte, et le potentiel de que quelqu'un d'autre puisse venir avec quelque chose de concurrentiel, mais qui vient d'un coin technologique tout à fait différent. Encore plus si c'est une solution de marché qui n'est pas basée sur la technologie. Alors, là, c'est très important non seulement de donner cette vision le plus honnête possible, le plus complet possible,
mais aussi ensuite de nous convaincre que parce que vous connaissez cette concurrence, vous avez mis en place un plan d'action qui est visé à rentrer ce marché de manière intelligente. Je vais vous donner des exemples. Vous venez du monde de l'environnement, et entreprise française avec une technologie absolument fantastique, nouvelle, qui veut s'attaquer à la France d'abord parce qu'en France, il n'y a pas de concurrence et parce que vous avez suffisamment de contacts dans les marchés et partenaires stratégiques et stratégies commerciales pour vous permettre une rentrée très rapide dans les marchés français. Alors, si vous n'êtes pas capable de nous dire s'il y a le risque d'une concurrence dans un autre marché et quel est l'effet de votre rentrée en France qui va être forcément repéré par vos probables concurrents ailleurs, alors nous allons avoir une photo qui est partielle de votre capacité de succès. Si par contre, vous nous dites, je veux rentrer d'abord en France, après en Allemagne, après en Espagne, après en Italie, parce que c'est des marchés que je connais et qui sont en potentiel, ou bien parce que la régulation est faite de la même manière, ou bien parce que les marchés structurés d'une certaine manière, qui me facilitent cette acquisition d'une taille de marché suffisante, c'est parfait. Mais alors, justifiez-nous que vous connaissez ces réglementations ou ces structures de marché et les concurrents dans ces marchés. Et si vous allez les faire en direct, si vous allez avoir des distributeurs ou si vous allez avoir des partenaires stratégiques dans chacun de ces marchés. Et le timing que vous envisagez, puisque ce timing va vous demander plus ou moins des ressources commerciales et donc de l'argent. Donc, tout ça est fait partie d'un ensemble, n'est jamais appris de manière isolée. Et justement, une partie du rôle des juges, c'est de prendre toute votre proposition, souvent dans les 70 pages, et essayer d'avoir une vision d'ensemble, prendre tous les repères différents, isolés dans cette proposition et nous construire une image de qui vous êtes, qui est votre société et comment cette société se place dans ces marchés. Je parlais toujours de marché parce que c'est la manière de regarder ces dernières phases des sélections du DIC. Petite question que j'ai mis ici en bas en jaune. S'il vous plaît, venez toujours en équipe, jamais une seule personne. Parfois, on a eu des équipes absolument magnifiques, des bonnes technologies, particulièrement arrogants, qui envoyaient quelqu'un, les commercial directors, à la commission pour faire la présentation parce que les CEO étaient en train de négocier un contrat ailleurs. Excusez-moi, vous êtes en train de nous demander combien d'argent? Parce que l'EIC est prêt à vous donner jusqu'à 2,5 millions de subsides et jusqu'à 15 millions supplémentaires en equity. Avec ces montants d'argent, vous nous envoyez les directeurs commerciaux et pas les CEO, on a un problème, on a un souci. Et surtout, s'il y a seulement les CEO qui arrivent, dans les meilleurs des cas, et il n'y a pas les autres membres de l'équipe, on n'est pas capable d'évaluer les relations d'équipe, les interrelations personnelles, s'il y a un vrai partage de responsabilités, s'il y a la même motivation partout, si tout le monde est incentivé de la même manière. Tout ça, c'est très important. 3 personnes, c'est l'idéal pour faire ces présentations. Vous pouvez faire davantage de présentations centrées sur une personne, alors que les autres 2 ont un rôle secondaire dans la présentation, mais peut-être ils ont un rôle plus important dans les Q&A, parce que les Q&A va dépendre de comment le jury positionne ces questions. Donc, du coup, c'est très important d'avoir les personnes clés dans une société qui peuvent répondre aux questions, présenter en équipe et répondre en équipe. J'avance encore un petit peu. La partie Q&A, justement, jusqu'à maintenant, c'était la présentation. En 10 minutes, il faut être très, très strict dans ses choix. Les 35 minutes de Q&A, je vais vous dire la première chose, c'est votre temps de présentation. C'est une extension de votre présentation. Ne soyez pas passif en train d'écouter les jurys et de répondre strictement à ce qu'on vous a dit. C'est aussi votre temps de lier cela avec des informations supplémentaires que vous avez un intérêt à nous donner, mais qui étaient impossibles à placer pendant les 10 minutes de présentation. Donc, c'est vraiment votre temps. Ceci dit, même si c'est votre temps, ce n'est pas vous qui gérez les Q&A, c'est les jurys qui gèrent les Q&A. Et là, c'est très important d'être extrêmement bref et précis dans les réponses. Je vous donne encore des exemples. Et là, il y a des grandes différences entre les Nordiques et les gens du Sud. On a eu des situations dans lesquelles des équipes espagnoles ou italiennes, on leur posait une question très précise et nous donnait une réponse de 5 minutes.
évidemment, le jury est énervé après ces temps-là. Parce que si on vous a posé une question précise, c'est parce que le reste, on le connaissait déjà. Autrement, la question eût été un peu plus large. Donc, question précise, réponse précise. Et les gens du Sud, nous avons tendance à donner un petit peu trop d'explications. Alors, le contraire existe aussi. Vous posez la question toujours à un Finlandais et il va vous répondre oui, non. Il va vous donner une réponse tellement précise qu'il nous manque suffisamment d'informations pour évaluer. Alors, ça provoque une deuxième question du jury, voire une troisième question du jury pour arriver à une information qui était assez évidente. Ça énerve aussi les jurys. Donc, ni une chose, ni l'autre. Je vous ai dit, c'est aussi votre temps, clarifier les éléments technologiques, c'est parmi les Q&A que ça s'est fait. C'est aussi vos chiffres. Alors, les chiffres, on voit des bêtises incroyables dans les chiffres. On voit des chiffres qui ne collent pas. On voit des bilans qui ne sont pas équilibrés. On voit des chiffres dans les textes qui ne se correspondent pas sur les dossiers Excel. Et surtout pour ceux parmi vous qui allez utiliser des consultants pour préparer votre dossier, quand il y a des personnes différentes qui préparent des éléments différents du dossier, il faut absolument que vous connaissiez votre dossier très, très bien et vos chiffres très, très bien parce qu'on va vous poser des questions. On va vous poser des questions sur le revenu stream. Donc, vos revenus, comment est-ce que vous allez les accomplir? Qui va payer? Combien de clients? À combien de temps ça va se passer? À quel taux, à quelle marge bénéficiaire ça va se passer? On va vous poser des questions par rapport à vos coûts. Vous nous donnez une croissance linéaire de coûts, on va vous poser des questions de quelle est l'équipe qui est derrière et comment ça se fait que c'est trop linéaire. Si vous nous avez dit dans les textes que vous allez faire des clinical tests, et moi je ne vois pas dans les chiffres des éléments constitutifs des frais suffisamment caractéristiques des clinical tests dans la partie médicale, on va vous poser des questions. Les marges bénéficiaires, ce qui est normal, c'est que la marge bénéficiaire soit décroissante avec les temps au fur et à mesure que vous rentrez dans les marchés, parce que ou bien vous avez de la concurrence, ou bien les clients vous demandent des ristournes. C'est normal. Alors, on veut voir ça. Et si vous n'avez pas prévu ça, donnez-nous les raisons pour lesquelles vos chiffres sont plus solides que notre appréciation de ce qui va se passer dans les marchés. Pareil avec la productivité de vos installations. C'est normal que si vous commencez à produire, une fois que vous avez atteint un certain niveau de croisière, que vous soyez capable d'une productivité accrue. On veut voir ça dans les chiffres. Donc, les chiffres, ce n'est pas que des chiffres de projection qu'on fait avec un excès de manière mécanique. On peut voir les jus derrière ces chiffres et on va vous poser des questions. Alors, autant vous dire, il faut les connaître très, très, très bien. Ne laissez jamais vos chiffres aux consultants. J'avance encore un petit peu. C'est aussi le moment de donner cette vision client, vision marché. Donc, la technologie, c'est dans les Q&A. Vos chiffres, c'est dans les Q&A. Et les marchés et les clients, c'est dans l'interview et dans les Q&A. Donc, dans votre présentation et dans les Q&A. Donc, les letters of intent, je ne vais plus rentrer là-dedans parce qu'on a bien traité ces sujets. C'est tout aussi important dans les letters of intent. Et là, je me répète, s'il y a eu des bêta-tests chez les clients avec des données, s'il vous plaît, mettez-le dans une lettre d'intérêt de votre client ou une lettre de témoignage, une lettre de résultats, si c'est le cas, dans un centre de recherche, mais que ça ne soit pas des vérités absolues dites par vous, que ça soit dit par vos clients ou que ça soit dit par les centres de recherche. Donc, c'est fondamental qu'il y ait une crédibilité à vos assertions. Autrement, la crédibilité va être questionnée. N'inventez pas de réponses, ça, je trouve ça facile de le dire, mais néanmoins, on va vous poser des questions et souvent, c'est les cas que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas étudié cette question d'une manière précise. Ne prétendez pas nous donner une longue réponse pour rien dire. Et ça, on n'a pas regardé cette question de cette manière, on l'a regardé de cette autre manière, mais c'est très intéressant, ça mérite qu'on l'étudie. Point. Ça me donne une impression d'une équipe qui sait très bien comment réagir à du feedback du marché, qui sait très bien comment réagir à du feedback du client, parce que vous allez avoir ce type de feedback du client. Alors, les questions du jury vont vous provoquer, forcément sont faites pour vous provoquer.
c'est le type de réponse. Ou bien vous avez la réponse, ou bien vous ne l'avez pas. Vous évaluez comment ça rentre dans votre logique et vous nous donnez une réponse liée à cette logique. Mais n'inventez pas. Alors, je vous ai dit que c'est votre temps, je ne vais pas le refaire. Et les points importants non retenus, s'il vous plaît, sortez-les dans les Q&A. Si jamais, et c'est extrêmement rare, il vous reste 2, 3, 4 minutes de temps dans les Q&A, sortez vos propres sujets, sortez vos propres questions-réponses, c'est très important. Et sinon, vous les faites pendant une question, vous pouvez sauter à une autre et les répondre. Il faut que ça soit très bref, parce que c'est du temps jury à ce moment-là que vous êtes en train de piquer. Jusque-là, la partie interview, les éléments techniques. Je vais vous donner les tips après, mais peut-être c'est le moment encore d'un petit tour de questions. Oui, du coup, on va prendre 2 questions. Alors, une question dans l'onglet discussion que je vais lire intégralement. Quel est le pourcentage, alors, qui est moins relatif à l'entretien, mais plus à la première partie que vous évoquiez tout à l'heure. Quel est le pourcentage de rupture non soft dans les candidats EIC, type pure mécanique sans IA, et les jurys sont-ils en capacité de les juger? Voilà, là, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Est-ce que vous pouvez me le répéter? Ce qu'on va faire, c'est que je vais recontacter, en fait, sauf si la personne veut bien l'exprimer à l'oral. Ah, d'accord, je comprends. Je ne peux pas vous répondre à ça. Je ne peux pas parce qu'on n'a pas encore eu l'information de la part de l'IIC. Normalement, nous avons une première réunion à 9 h du matin lundi dans laquelle on nous donne justement ce type d'informations. La seule chose qu'on a eue, c'est que l'artificial intelligence a fait une sélection 1 sur 2. Ça, Ah oui, on a eu un peu le ratio. Et ensuite, dans les step 1 évaluateurs, il y a eu une sélection 1 sur 1,8. Donc, vous avez déjà un 50% d'abord et vous aviez déjà un presque 50% ensuite. Et ça, c'est jusqu'au step 1. Mais ça, c'est de l'information qui nous est arrivée il y a déjà quelques semaines. Donc, je n'ai pas l'information plus récente, mais sûrement, on l'aura à partir de lundi. Et je suis sûr que le point de contact nationaux aussi, ils auront cette information pour pouvoir vous la transmettre. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. OK. Non, je pense, pour les lettres d'intention, quel est le bon nombre de lettres d'intention? Et la bonne répartition entre clients, investisseurs. Il n'y a pas de règle. C'est beaucoup plus crédible les lettres des clients que les lettres des fournisseurs, parce que les fournisseurs ont un intérêt à travailler avec vous. C'est qu'on veut s'assurer simplement que votre chaîne de production et des fournitures ne soit pas interrompue. Alors que les lettres du client, c'est une preuve de marché. C'est une preuve qu'il y a une volonté d'acheter votre produit. C'est une preuve qu'il y a eu des bêta-tests et qui ont été favorables. Même s'il y a eu des choses à améliorer et que ces choses à améliorer font partie de la lettre, ils sont liés à la proposition, bah encore mieux. Donc, toujours lettres et clients, c'est le plus important. Il n'y a pas de règles par rapport à combien de lettres d'intérêt. On n'a aucun problème à les lire. Normalement, les lettres d'intérêt sont courtes, sont brèves, et on les lit assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à mettre autant de lettres d'intérêt que besoin, pour autant qu'elles soient relevantes, pour autant qu'elles soient précises et qu'ils apportent quelque chose. Si c'est une lettre d'intérêt vague, c'est mieux de ne pas la mettre. D'accord, merci. Et juste la dernière question, en fait, combien de temps vous avez pour lire les dossiers en amont? Et je vous donne la théorie ou la réalité? Bon, en théorie, nous avons 2/3 d'une journée par proposition. La réalité, c'est que ça demande plus de temps. Ça demande beaucoup plus de temps. Même si nous sommes des spécialistes de ces secteurs, ça demande plus de temps. Et ça demande plus de temps peut-être cette fois-ci parce que l'outil que les évaluateurs nous avons pour pouvoir évaluer, c'est le même outil que vous avez rempli vous-même. Alors, autant vous dire, la lecture n'est pas facilitée. L'écriture est peut-être un peu plus simple parce qu'elle est très guidée. La lecture est extrêmement compliquée parce qu'on doit toujours sauter en haut et en bas
du scroll pour aller repérer de l'information qu'on a déjà lue mais qu'on n'a pas retenue alors qu'elle apparaît plus tard et que du coup, c'est une information beaucoup plus importante qu'on y croyait et on veut vérifier les chiffres, on veut faire une recherche Internet, etc. Donc, moi, je passe minimum une journée par procédure. J'ai travaillé comme un malade cette semaine parce qu'on a eu un petit peu moins de temps pour préparer que normal et on utilise nos week-ends, on utilise nos soirées, on utilise la journée entière. La commission nous demande à bloquer complètement des journées entières 10 jours avant les jurys. Alors, c'est tout juste parce que vous avez les 10 jours plus les 2 week-ends entre les deux. Ça vous fait plus ou moins les 14 propositions que nous avons par jury à pouvoir évaluer et juger. Et ceci, ce n'est que la préparation parce qu'ensuite, il y a l'entretien. Donc, ce que nous préparons pendant ces temps, c'est bien comprendre votre proposition, votre société et les marchés, identifier les éléments qui nous semblent pas suffisamment développés ou qui nous posent question dans votre dossier et on va vous poser les questions sur la base de cette étude. Donc, on utilise les temps de préparation pour préparer nos questions. C'est pour ça que c'est extrêmement important la manière comment vous répondez et la précision avec laquelle vous répondez dans les Q&A. D'accord, merci. Et du coup, je vous laisse continuer. Allez, ben, on y va. On n'est pas très loin maintenant. Et ça, c'est la partie tips. J'essayais de les faire. Bon, toute la présentation est faite d'une manière aide-mémoire. Ça va être distribué. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez revenir derrière. Donc, plutôt que faire des jolies photos, etc., je fais quelque chose d'un peu plus cartésien, mais avec le but de vous aider. Et avec les tips, j'essaye de faire la même chose. Donc, type crédibilité. On a parlé des LOIs, il y a eu des questions, je pense que c'est suffisamment clair maintenant, je ne vais pas rentrer là-dedans. Les informations non démontrables avec des données, ce n'est pas bon. Et ça ne tient qu'à vous de nous dire je suis le meilleur de la classe, mais je peux le croire ou ne pas le croire. Alors, s'il y a des clients avec des letters of intent qui me disent que vous êtes le meilleur de la classe, alors à ce moment-là, ça porte une autre valeur, ça porte un autre poids. Wishful thinking, je le dis par rapport à ça et je le dis par rapport aux réponses. Alors, quand vous répondez à une question que vous n'avez pas travaillé au préalable, ça n'a pas été considéré au sein de votre société, vous pouvez me donner une réponse un peu floue. Ah oui, bah, je crois qu'on irait par ici, on irait par là. Faites très attention quand vous faites ça. Donnez-nous ce qui est raisonnable et donnez-nous une réponse dans le sens que je vous ai donné tout à l'heure, de dire on ne sait pas, on va l'étudier, c'est intéressant, c'est pas intéressant, ça coïncide pas, ça va dans les bons sens, ça pas dans les bons sens, votre question pour telle ou telle raison. Mais soyez très précis et avec des choses que vous connaissez. N'inventez pas sur place, c'est les mauvais moments pour inventer des choses. Et utilisez des exemples. Des études de marché, que ça soit pertinent, des données sur les rendez-vous, les performances, tout ce qui est bêta-test, etc., que ça soit chez les clients, que ça soit chez les instituts de recherche, chez les hôpitaux. Super important, le return on investment pour les clients, pas pour l'investisseur, pas pour la commission. Return on investment pour les clients. Si moi, je suis votre client et vous me vendez un nouveau équipement pour ma ligne de production, mon usine, je dois absolument savoir en combien de temps je vais rentabiliser mon investissement. Je dois savoir quelle est la comparaison des résultats de mon investissement, mon nouvel investissement, votre produit, quel est le résultat par rapport à ce qui existe déjà. Et surtout, je vais devoir savoir si je dois amortir mon investissement existant, dans combien de temps je vais pouvoir investir ou pas. Alors, si vous m'envoyez des lettres d'intérêt, il serait absolument idéal que la lettre d'intérêt de votre client témoigne d'un intérêt d'ici 3 ans, parce qu'entre-temps, il est en train d'amortir son équipement, mais que le bêta-test que vous avez fait chez lui donne des résultats très positifs et qu'il veut absolument suivre l'évolution de votre société entre-temps. Vous voyez, je suis en train de vous raconter une histoire, mais une histoire crédible, parce que la crédibilité vous la donnent les clients, les return on investment du client témoignés par les clients. Très important. Pareil, et cette fois-ci pas par les clients, mais par vous-même, quel est le cost of acquisition de chaque nouveau client, typique dans les business Internet, pas tellement typique dans les business plus industriels ou marchés, mais réfléchissez à quel est l'effort financier que vous devez faire pour chaque nouveau client et du coup, quel est le long-term value
de ses clients. Combien d'argent il va vous laisser ses clients par la suite. Si votre produit, si votre service oblige au client non seulement de remplacer une machine, mais de changer complètement la manière de produire quelque chose, ça pose question. Et ça pose des questions très importantes. Alors, vous devez nous faire rentrer des datas, des témoignages des clients qui disent « D'accord, ça m'oblige à changer tout mon planning et toute ma société. Je ne vais pas les faire, mais je vais faire une unité test avec les nouveaux systèmes pour évaluer ceci, cela. » C'est les sortes de choses qui est très cohérentes, qui demandent énormément de travail de votre part, mais qui est ce qui va nous convaincre, le jury, que votre investissement, que votre produit est suffisamment bon pour que les clients prennent une décision de changer même sa manière productive. Ça, on a vu ce type de situation dans le medical science, dans la machinerie médicale, dans la machinerie industrielle surtout, dans les éoliens, dans les solaires, etc. C'est assez fréquent. Il ne faut pas penser que les clients, il a une seule décision à prendre, j'achète pas. Les clients doivent prendre en compte tout ce système productif, toute sa propre société avant de prendre une décision. Alors, donnez-nous cette vision, donnez-nous les points de frottement du client et vous serez beaucoup plus crédible. J'avance avec la partie crédibilité. Il y avait une deuxième partie. Donc, si vous avez changé votre équipe, donnez-nous les raisons pour lesquelles vous avez changé votre équipe. Si vous allez le faire, pareil, parce qu'il y a toujours des réorganisations qui sont nécessaires dans les sociétés. Prétendre que la même équipe va être l'équipe gagnante à la fin, ça ne marche pas toujours. Mais surtout, si vous venez déjà de faire quelques changements, donnez-nous les justifications. Je vous le dirai plus tard dans les choses que je n'aime pas. Des équipes qui viennent avec un CEO, un managing director qui a été changé 2 mois avant l'interview, voire quelques semaines avant l'interview, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on va rentrer à bloc avec les questions pour griller cette personne et griller le reste de l'équipe pour comprendre pourquoi vous avez fait ces changements et pourquoi ces changements est si proche de l'interview. Est-ce que c'est un changement fait pour l'interview et vous allez le reverser plus tard ou est-ce que c'est un vrai changement qui a toute une logique dans l'évolution de votre société? Alors, caricature de cela, on change de CEO 4 semaines avant l'interview et par hasard, on fait monter en puissance une personne qui était 2 échelons plus bas, mais qu'il s'agit d'une femme. Et comme dans la version, la mouture précédente de l'IIC, les femmes CEO étaient favorisées, ben, du coup, on met une femme en avant, avec toute l'intention, évidemment, d'échanger cette idée plus tard. Alors, ça ne marche pas. Ou bien, il y a un vrai raisonnement derrière où ça ne sera pas crédible. Et au pire, ça va focaliser tout les temps des Q&A du jury sur ce point, plutôt que sur le reste, qui est probablement très bon. Alors, vous n'êtes pas dans une bonne situation si vous commencez comme ça. Les investisseurs potentiels, il faut que ça soit crédible. Et c'est très important de mettre en avant le letter of intent des investisseurs potentiels ou des letter of non-intent des investisseurs potentiels qui vous ont dit bah, attendez, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas investir, très bon produit, très bonne solution, mais tant que je n'ai pas levé mon fonds suivant, je ne peux pas investir. C'est très valable parce que ça nous aide à comprendre où vous êtes au niveau de ces cercles très spécifiques des investisseurs potentiels. Donc, des lettres des investisseurs, oui, s'il vous plaît. Lettres des clients, oui, s'il vous plaît. Le reste est optionnel. Analyser la concurrence complet, je l'ai dit plus tôt aussi, mais s'il vous plaît, analysez la concurrence complet. Analyse, c'est masculin ou féminin? Je pense que j'ai fait une erreur là. Peu importe. Donc, concurrence directe, concurrence indirecte, la même technologie, les technologies différentes, les mêmes services ou un service différent. Tout peut être de la concurrence. C'est vous qui devez connaître le marché. Nous allons avoir une connaissance de ces marchés, probablement moins précise que vous. Convainquez-nous, donnez-nous les raisons de vous croire que vous savez ce que vous êtes en train de faire vis-à-vis de la concurrence. Un type des slides de backup. Alors, si on va vous griller avec des questions, c'est tout aussi vrai que probablement vous connaissez pas mal de questions qui risquent de vous être posées. Alors, si vous les connaissez déjà à l'avant, pourquoi vous ne préparez pas quelques slides en annexe qui peuvent vous servir très bien pour cliquer dessus et venir à ces slides
alors que vous pouvez les faire pendant les Q&A. Rien ne vous empêche de nous montrer des slides pendant votre Q&A. Vous les mettez déjà comme annexe dans votre présentation. Vous l'avez déjà en backup et au fur et à mesure que les questions se posent, vous y venez. S'il y a une question qui vous intéresse et qui n'est pas posée, c'est l'occasion de venir dessus. C'est extrêmement rapide à cliquer 3 fois pour arriver à la slide qui vous intéresse et nous donner une vision complémentaire d'une question qu'on vous a posée, mais pas la problématique complète et qui joue à votre faveur. Donc, moi, je vous conseille d'avoir toujours des slides de backup. Les spontanéités versus l'information précise. Les spontanéités, très bien, parce que ça génère une dynamique un peu plus humaine avec les jurys, mais jamais au détriment de la crédibilité. Rappelez-vous, jury des nationalités différentes, avec des manières de faire différentes. La seule chose qui est commune, le seul dénominateur commun, c'est que tous les jurys cherchent une information précise, des réponses précises à des questions précises. Donc, spontanéité fantastique, soyez précis. J'avance un petit peu sur la partie pratique. Donc, jusque maintenant, c'était des tips pour la crédibilité. Maintenant, c'est des tips pour la partie pratique. Je vais vous interrompre pendant la présentation et pendant les Q&A surtout. Pendant la présentation, on ne vous interrompt pas, excusez-moi. On vous interrompt pendant les Q&A. Pourquoi? Parce que si j'ai déjà obtenu l'information que je cherche, vous êtes en train de perdre votre temps et le mien, parce qu'on a davantage de questions. Alors, on va vous interrompre. Ce n'est pas impoli, ça vous aide, ça joue à votre avantage. Ne les prenez pas mal, prenez ça bien. Oh, d'accord, vous avez déjà compris, content, on passe à la suivante. Donc, ça fonctionne un petit peu comme ça. C'est 35 minutes, ce n'est pas long. Vous devez défendre votre vision. Je veux peut-être vous provoquer pendant les questions et réponses. Je dis, ouais, moi, je ne partage pas votre vision de marché parce qu'à mon avis, les marchés fonctionnent comme ceci, cela. Ou il y a cette technologie qui est tout à fait concurrente de la vôtre. Vous connaissez les marchés. Je suis en train de vous provoquer. Alors, je veux voir comment vous êtes capable de défendre votre vision. Parce que cette défense va me faire croire en vos capacités, va me faire croire que vous êtes aussi capable de convaincre des investisseurs, que vous êtes aussi capable de convaincre des clients. Alors, les Q&A, c'est une manière de défendre votre position et de montrer à quel point vous êtes une équipe forte qui est capable du succès. Je vous l'ai dit avant, je passe à la suivante question. Si vous utilisez des consultants, s'il vous plaît, que les derniers dossiers ne soient jamais postés avant que vous ayez eu le temps de l'étudier en détail. Parce que parfois, il y a des erreurs, parce que le temps est court. Du coup, vous avez donné du faveur au consultant pour faire entrer les dossiers, alors que vous ne l'avez pas regardé en détail vous-même, vous n'avez pas eu le temps. Ne faites pas ça. Surtout avec les chiffres, mais tout aussi bien avec le reste. Et dans les questions-réponses, dernier aspect pratique, on passe encore à une autre slide d'aspect pratique. Vous avez une équipe, vous venez à 3, que les questions-réponses soient répondues par les 3. Vous partagez la responsabilité dans la société, vous partagez la responsabilité dans les questions. Et c'est très bien si vous répondez en partie à une question et vous passez la main à votre collègue pour répondre une autre partie de la question. Parfaitement, parce que ça nous donne aussi une information plus subjective de quels sont les rapports entre l'équipe. Et forcément, on cherche cette équipe gagnante. Alors, on continue, aspect pratique, valorisation de votre entreprise. Alors, je vois des horreurs, mais des horreurs par rapport à la valorisation de l'entreprise. Bon, exemple, une entreprise israélienne qui vient avec une technologie médicale absolument fascinante et qui nous donne des valorisations de l'ordre de 5 millions prime année. Vous entendez? Ben non. Vous n'avez pas fait clinical test phase 3, la phase 2 est en cours, mais même pas financée à 100%, et vous prétendez avoir une invention d'une valorisation de 100 millions alors qu'il n'y a pas de société, il y a juste une équipe des techniciens, des docteurs, etc., avec une technologie fantastique. Non, votre société ne vaut pas 100 millions. Votre technologie ne vaut pas 5 millions. Ça nous positionne de manière très négative. Ce n'est pas un critère pour nous. Ça ne fait pas partie des éléments que nous devons juger, mais ça nous prédispose de manière négative. Il faut savoir que cette fois-ci, dans les jurys, il y aura toujours minimum un représentant du fonds.
de EIC Fund, donc les équipes du Fonds européen d'investissement. Ils ne vont pas aimer ce type de valorisation. Eux, ils vont vous poser des questions précises par rapport à la valorisation. Et avoir des valorisations très précises dans des stades trop early de votre société sont parfois compliqués. Donc, moi, je conseille toujours peut-être de travailler sur la logique d'une fourchette de valorisation. Vous pouvez dire, dans les marchés, des sociétés équivalentes à la nôtre, mais dans d'autres technologies, dans d'autres domaines et dans notre pays, se trouvent entre ceci et ceci. Nous pensons que nous pourrions être là, mais nous pourrions aussi être plus avancés dans la valorisation une fois qu'on aura fini les Work Packages financés par les subsides du EIC. Notre valorisation sera supérieure. Alors, il faut savoir que le moment où les fonds vont investir chez vous sera probablement plus tard, alors que vous allez déjà avoir une valorisation plus importante une fois que vous avez réussi vos différents Work Packages. C'est pour ça que je vous conseille toujours de donner une fourchette ouverte ou à la rigueur des critères ouverts plutôt qu'une fourchette si vous voulez. Ne soyez pas trop précis, trop pointilleux sur ma société vaut autant parce que je vois dans les marchés que les sociétés avec un niveau de développement pareil valent autant. Ça ne joue pas à votre faveur et ça n'apporte rien. Cap table. Avec la nouvelle mouture, parfois c'est compliqué de savoir qui est le propriétaire de la société. Alors forcément, dans la déclaration d'équipe, vous êtes obligé de nous mettre à côté quel est le pourcentage de ownership du capital de la partie équipe. Mais par contre, on n'arrive pas à voir clairement les pourcentages qui sont détenus par d'autres investisseurs. Alors, s'il vous plaît, faites un effort, donnez-nous un cap table complet. Qui sont tous les investisseurs dans votre société avec les pourcentages? S'il y a certains noms que vous ne pouvez pas nous donner, mettez investisseurs ou mettez centre de recherche ou mettez autre chose avec les pourcentages. Et si jamais il y a des conditions qui sont annexes à ces pourcentages, vous nous les faites savoir. C'est très important. On va vous poser la question de toute manière, mais si vous le mettez dans les dossiers auparavant, c'est des choses qu'on passe plus rapidement, on peut se centrer sur d'autres choses. Important, très important. Et pour finaliser, des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas, et ceci est plus anecdotique. J'adore les équipes complémentaires dans tous les sens. Hommes, femmes, des spécialités différentes, des nationalités différentes, des backgrounds différents, peu importe. Je veux voir des équipes qui sont complémentaires. Je ne veux pas des équipes qui disent oui à tout ce que le chef dit parce que là, ce n'est pas une équipe complémentaire. Je veux des gens solides qui sont complémentaires et qui gèrent ça bien entre eux. Les business plans. Bon, des propositions avec des business plans suffisamment précis, mais avec des degrés de flexibilité sont idéales. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que dans toutes les sociétés où j'ai passé ma vie, jamais nous avons tenu un business plan à 100%. C'est impossible. Le monde est complexe, la réalité est complexe et les marchés encore plus. Donc, vous allez devoir vous adapter. Si votre business plan a des degrés d'adaptation potentiels, moi, je veux regarder ça de manière positive. Le slide en annexe, je vous l'ai déjà dit. Les réseaux stratégiques, s'il vous plaît, travaillez là-dessus très tôt. Très tôt parce que vous allez créer des réseaux de confiance, vous allez créer des clients intéressés, vous allez créer aussi des synergies et des potentiels, des recherches approfondies, des bêta-testing, etc., tôt dans les processus. Donc, plus tôt vous établissez votre réseau stratégique, plus facile sera de nous montrer des letters of intent et plus facile sera d'avoir des letters of intent avec du contenu parce que vous avez eu le temps justement de faire ces bêta-testing. Donc, réseau stratégique, très important. L'analyse de la concurrence, je pense que je l'ai dit déjà 10 fois, analyse de la concurrence réaliste et complet, s'il vous plaît. Je n'aime pas plein de choses. Mais je n'aime pas des vidéos dans la présentation. Ça ne marche jamais. Il y a toujours des coupures. Ça dérange le système. La commission n'est pas capable de gérer ça online. Ça nous ennuie et donc le positionnement n'est pas favorable à vous. Je n'aime pas les leaders qui ne laissent pas la place à l'équipe, ni dans la présentation, ni dans les Q&A, ou qui sont capables de contredire l'équipe de manière brusque sur place. Alors, on peut faire un complément d'information à l'équipe sans nécessairement le contredire de manière brutale.
Donc, faites attention si vous avez un leader très fort dans la société que vous allez venir en équipe pour la présentation. Bon, les CEO nommés quelques jours avant l'interview, je vous l'ai dit, terrible. Les équipes avec trop peu de parts dans les capitales, ou voire carrément sans parts dans les capitales, terrible. Alors, on est en train de juger si vous êtes l'équipe gagnante. Alors, si demain, il y a une grosse multinationale qui vous fait une offre pour un salaire exorbitant et en plus avec des stock options, l'équipe gagnante disparaît. Ce n'est pas terrible. Moi, en tant qu'investisseur, je trouve ça un des points de risque les plus importants dans la société. Et donc, j'évalue les propositions aussi avec ça en tête. Si vous n'avez pas de part dans l'équipe, je veux voir des stock options et je veux voir un témoignage des propriétaires de la société pour savoir comment ça va se passer en fonction de votre taux de succès. Très bien, mais je veux voir qu'il y a un engagement des propriétaires de la société à vous donner des parts dans la société ou dans la nouvelle société, si c'est le cas. Je n'aime pas l'inventeur. L'inventeur, donc son but dans la vie, c'est de venir avec des trucs nouveaux, fantastiques, et c'est une chose après l'autre. Mais pour lui, la société, créer une société qui fasse de l'argent, qui acquiert des parts de marché, qui soit un succès global, non, ce n'est pas son critère. Terrible, ça ne marche pas. Et je n'aime pas non plus l'ingénieur insatisfait. Et c'est un peu la caricature des équipes d'ingénieurs pour lesquelles les produits n'est jamais bon. Et donc, ils nous présentent des work packages pour arriver à la phase suivante et ils nous demandent de l'equity pour arriver encore à une phase suivante et encore à une phase suivante du produit, mais pas du marché. Alors, il n'y a pas de société là-dedans. Ils sont incapables de mettre en place un produit pour obtenir du feedback du client, sachant que le produit n'est pas parfait et avec les résultats financiers, commerciaux et des feedbacks, passer à la phase suivante. L'ingénieur insatisfait, ce n'est pas bon non plus. L'ingénieur ou les chercheurs, les scientifiques. Et aussi mauvais, c'est les scientifiques qui détiennent la plupart du capital, mais qui ne travaillent pas dans la société, ou à peine. Pourquoi? Parce qu'on voit ça souvent. Dans les aspects les plus techniques et dans certains aspects de la science, on a des scientifiques absolument magnifiques qui sont en plus des professeurs d'université, c'est des gens avec une réputation extraordinaire qui montent une société avec leur petite invention et ils engagent une petite équipe de juniors pour créer une société avec cela. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de continuité à ça. Ils sont en train de mettre dans le monde de l'entreprise la même logique qu'ils font dans le monde de la recherche. Il y a les grands professeurs et puis il y a les équipes auxquelles parfois on donne crédit ou on ne donne pas crédit dans l'invention, mais qui ont, de facto, on fait tous les travaux. Donc, dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On veut voir l'engagement de l'équipe, l'engagement dans le travail et l'engagement dans les capitales. Donc, ça, c'est mes deux j'aime et je n'aime pas. Je termine avec ceci. 95% de tout ce que vous allez préparer pour l'IIC va vous servir le jour où vous serez avec des investisseurs parce que ça vous force à réfléchir dans une certaine manière. C'est très encadré, c'est très raide, c'est un petit peu inconfortable, ce n'est pas tout à fait la vie réelle, mais toutes les questions qu'on vous pose sont d'une relevance suffisante pour être là. Ça vous force à cette réflexion, vous serez beaucoup mieux préparé pour faire face aux investisseurs, pour avoir un business model, pour passer à un niveau de discussion avec les investisseurs qui dénote qu'il y a un vrai intérêt des marchés, qui ne sont pas là que pour comprendre le marché et savoir s'il peut tirer de l'information de cette interview. Vous voulez des investisseurs engagés, il faut que vous gagnez la crédibilité des investisseurs. Donc, tout ça, c'est valable. Mais par contre, c'est énormément d'efforts, énormément de temps de préparation. Prenez ça comme une partie de l'évolution de votre société. Ce temps de préparation est utile pour vous, pour votre société, que vous gagnez ou vous ne gagnez pas. Et finalement, c'est votre présentation, c'est votre projet. Ce n'est pas seulement que vous soyez vous-même quand vous présentez, mais c'est aussi votre projet. Défendez-le. Parce qu'il n'y a personne que vous, personne connaît votre marché mieux que vous, personne connaît votre technologie mieux que vous, personne connaît votre produit mieux que vous, et surtout personne connaît votre société mieux que vous, avec les points forts et les points faibles. Et une honnêteté par rapport à ça et une défense
de votre stade de développement, c'est la chose qui va nous convaincre davantage, les jurys, par rapport aux autres dossiers qui sont aussi très bons. Donc, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a servi un petit peu. On passe au dernier tour des Q&A. Et Rosane, Pierre et Pauline, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Javier, pour tous ces conseils. Donc, on arrive quasiment à l'heure finale de ce webinaire. Donc, on va juste prendre quelques questions pour ne pas prendre trop de votre temps avant la pause déjeuner. Alors, il y avait une question sur les slides de backup. Vous en avez fait référence plusieurs fois. Est-ce qu'il faut les mettre dès le début dans la full proposal ou est-ce que c'est possible d'en rajouter après Non, la full proposal? Full proposal. Donc, Full déjà... proposal, vous n'aurez pas d'autres chances de rajouter. D'accord, merci. Et peut-être une autre question sur la suite. Une fois que donc, le projet est sélectionné devant le grand oral de l'IIC, quelles sont les prochaines étapes et puis à quelle échéance, combien de temps cela prend pour toute la procédure d'investissement? C'est une des grandes critiques dans les marchés pour l'instant. La partie subside est très rapide. Il y a un processus de due diligence de la commission qui va vérifier que ce que vous avez mis dans les dossiers est vrai. Donc, il va vérifier que les patentes sont bien là, va vérifier que vous êtes bien les propriétaires de la société, va vérifier que les assertions que vous avez faites dans les dossiers sont vraies, mais ça se fait de manière très rapide. Va vérifier aussi vos work packages. Donc, il y a du vrai dans les work packages. Mais le subside arrive maximum dans les 6 semaines de l'approbation du jury. Donc, une fois que vous recevez le OK de la commission, en 6 semaines, vous allez recevoir l'argent du subside. Par contre, la partie equity rentre dans une procédure de discussion avec les fonds du LIIC. Et dans cette procédure de discussion, c'est un interview d'investisseurs à nouveau. On va vous tester sur ce que vous avez dit dans l'interview. On va vérifier des choses. On va vous demander davantage d'informations. On va vous demander un data room avec toutes les informations de votre société. Donc là, c'est une procédure beaucoup plus longue dans laquelle une partie de la négociation est quel est le pourcentage d'investissement privé que vous devez aussi capter pour que le EIC vous donne l'OK d'investir en capital. Et là, il y a une discussion un peu byzantine entre qui met le premier euro dans la société. Est-ce que c'est le EIC? Est-ce que c'est les investisseurs privés? La réalité, c'est que les négociations se font en parallèle. C'est très bien de commencer cela et c'est très bien de savoir que si vous êtes au dernier stade de l'EIC et vous arrivez au jury, vous devez penser aussi à avoir les ressources nécessaires en termes de temps de l'équipe leader, surtout du CEO, pour aborder les marchés, être on the road à la recherche de financements complémentaires à celui de l'IIC. Ça peut prendre du temps. Dans les premières moutures, ça a pris même plus d'1 an pour avoir l'argent de l'equity. Donc, votre cash burn rate doit être très mesuré, très contrôlé, parce que ça peut prendre 1 an. Nous espérons tous que ça va prendre moins de temps, mais nous ne savons pas encore. Bien, merci. Une dernière question. Est-ce qu'un blended financement est adapté pour atteindre le TRL 8 et amorcer les étapes de commercialisation? Alors, la question doit se poser à l'inverse, parce que la commission est forcément de l'administration publique. Donc, vous pouvez demander la partie subside, la partie grande, jusqu'au TRL 8 finalisé. Donc, pour tous les work packages qui vous demandent, qui vous estimez nécessaire pour arriver au TRL 8 final, vous pouvez demander du subside. Vous pouvez aussi demander de l'equity. Si avec les subsides n'est pas suffisante, vous pouvez demander de l'equity pour les parties TRL 7, TRL 8. Ce n'est pas un problème. En dessous de TRL 8, ça peut poser question puisque la technologie n'est pas suffisamment développée pour de l'equity. Mais vous pouvez le faire. Par contre, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est financer du TRL 9, du TRL 9 avec du subside. Donc, toutes les activités TRL 9 doivent être financées exclusivement avec de l'equity. Ou bien votre equity ou des investisseurs privés, ou bien de l'equity que vous demandez au fond. Mais ça ne peut pas être fait à l'inverse. Donc, la question est à comprendre un petit peu à l'inverse. Très bien, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Javier. Donc, on enverra la présentation à tous les participants et le replay sera également disponible sur la chaîne YouTube de cette Technopole notamment.
Parfait, parfait. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, au revoir.